Donc, comme indiqué, la partie de ma présentation se concentrera sur les conceptions des fondations profondes de type pieux dans un hall industriel qui s'inscrit en fait dans un projet beaucoup plus large de data center à Mons. Alors, les contraintes de confidentialité m'imposent de ne pas citer le nom du client, mais je pense que celui-ci n'échappera à aucun d'entre vous. Et citez-le le cas, je vous invite à ouvrir votre moteur de recherche. Alors au niveau du plan de la présentation, je vais commencer par situer le projet dans un contexte géographique et géotechnique. Je vais expliquer un peu qu'est-ce qui a aiguillé notre choix du type de pieux à installer dans ce contexte. Je parlerai de la vérification géotechnique qui concerne uniquement la capacité portante du pieux, du principe directeur de conception, comment est-ce qu'on a un peu géré le design dans ce contexte-là, la vérification suivant l'approche 1.2, donc qui se rapporte suivant les charges de services qui ont été données sur le projet, et la vérification suivant l'approche 1.1, où là on a effectué cette vérification sur base des charges sismiques qui ont été fournies sur le projet. Et enfin, je parlerai de la vérification structurelle du pieux sous charge axiale de compression en situation accidentelle et en situation ultime transitoire, et du modèle géotechnique sous chargement transversal en conditions sismiques. Et enfin, je finirai par une conclusion. Le projet est situé donc dans la région de Mons, entre Saint-Guilain et Glun, et comme on le constate dans la carte de zonage qui est fournie ici à côté, c'est une des zones les plus sensibles de Belgique. Aussi, même si la Belgique, relativement d'un point de vue comparatif par rapport à d'autres pays tels que l'Italie ou la Grèce, est une zone à faible sismicité, ici il nous paraissait important d'évaluer, en tout cas de vérifier les fondations profondes dans les conditions sismiques. Alors, la philosophie générale consiste à partir de la carte géologique et puis de consulter les essais CPT qui sont sur le projet. Et ici, on constate très clairement qu'au niveau du groupe quaternaire, on a des alluvions tourbeuses et de la tourbe. Au niveau du groupe tertiaire, c'est plutôt des sables ou des argiles. Et enfin, au niveau du groupe secondaire, c'est principalement des marnes ou des craies. C'est ce qui est confirmé aussi par les essais CPT qui ont été réalisés sur le projet. On voit que 14 essais CPT ont été réalisés de manière assez uniforme sur le projet. Un remblai sableux dans les premiers mètres, suivi par une couche de tourbe, d'un sable compact et de la craie. Les échantillons qui sont montrés sur les photos ici ont été prises, bien évidemment, du chantier en question. Alors, les pieux de fondation sont donc soumis, les charges des pieux de fondation ont été données aux états limites de service et sous charge sismique. Vu les charges qui sont sur les pieux et vu le contexte géotechnique, notre choix s'est très vite dirigé vers des fondations de type pieux de catégorie 1, c'est-à-dire avec refoulement total des terres. C'est une technique donc oméga, d'un diamètre 660, et donc le sol est entraîné par le corps de refoulement et refoulé latéralement tout au long de l'installation du pieux. Alors au niveau du principe directeur de conception, la philosophie générale consiste en Belgique à regrouper tous les CPT et à calculer une résistance caractéristique, c'est-à-dire une résistance avec un taux de confiance de 95% sur base des données fournies par tous ces essais CPT, et par la suite de déterminer un niveau d'assise uniforme pour tout le long du projet. Ici, dans le cas de ce projet, la philosophie a été légèrement différente. On est plutôt parti pour un calcul de capacité portante essai CPT par essai CPT, et on a donc calculé le niveau d'assise requis pour chaque essai CPT du projet. Alors au niveau des spécifications liées au calcul, pas de grande surprise, les coefficients bêta, lambda et epsilon sont égaux à 1. Alors pour nos collègues français, je sais que ces coefficients ne vous parlent pas beaucoup, mais le temps ne me permet pas de vous expliquer chacun d'eux. Je vous invite à consulter le rapport 19 où c'est très bien expliqué. Le coefficient d'installation sur la base vaut 0,7. Au niveau du frottement, le coefficient d'installation vaut 1. Le facteur de modèle vaut 1 aussi. Le coefficient de corrélation vaut 1,22.
Et les coefficients de sécurité, ici, valent 1,35 et 1,35, parce que comme a dit notre collègue Bertello au début de la présentation, avant de vérifier les pieux sous charge sismique, il faut les vérifier sous charge statique. Alors pour donner un exemple du principe directeur de conception, donc on prend l'essai 4.14. Les pieux doivent donc résister à une charge en design approach 1-2 de 2100 kN, ce qui peut être obtenu au niveau 760, et on renseigne donc le niveau 760 sur le plan. À la suite, on peut répéter l'exercice pour chacun des essais CPT, et à la suite effectuer un zonage en regroupant les niveaux d'assises qui semblent similaires. Alors l'intérêt de cette méthode de dimensionnement, c'est d'éviter que des essais CPT moins favorables viennent influencer dans une zone qui est plus favorable. Donc on renforce finalement les fondations uniquement dans les zones où c'est nécessaire. Alors pour la vérification en conditions sismiques, quand on consulte l'annexe nationale belge de l'Eurocode 7, il est clairement indiqué que dans les situations accidentelles, il faut prendre tous les facteurs sur l'effet des actions et sur les résistances égaux à 1. Et donc ici, on s'est rattaché à l'approche 1-1, où les coefficients de sécurité sur le frottement et sur la base sont égaux à 1. Alors notons que l'effet de la cohésion non drainée aurait pu être pris en compte dans les sols cohérents, mais ce n'a pas été fait dans le cadre de ce projet. Alors on peut calculer un coefficient de sécurité en faisant le rapport de la capacité portante en approche 1-1 sur la charge de compression en conditions sismiques, et on voit très clairement que le cas sismique n'est pas dimensionnant dans ce contexte. Et que donc les pieux sont vérifiés sous charge de séisme pour la capacité portante. Alors, pour ce qui est de la vérification structurelle et du ferraillage des pieux, j'ai essayé ici de synthétiser quelques prescriptions de l'Eurocode 8 et de l'Eurocode 2 pour le ferraillage des pieux en conditions sismiques. Première prescription d'importance, pas de béton en dessous de classe C1620. Des barres nervurées doivent être utilisées à l'exception des cadres, des étriers et des épingles. Dans les zones critiques des éléments sismiques primaires, l'acier de béton armé de classe B ou C, c'est-à-dire un acier de haute ductilité. Le pourcentage total des armatures longitudinales doit être compris entre 1 et 4%. Alors je tiens à préciser que dans le cas d'un dimensionnement parasismique, c'est-à-dire où l'accélération corrigée est inférieure à 0,1 G, uniquement la troisième spécification est de rigueur et les autres spécifications peuvent tomber. Alors ici, une vérification à la compression simple, en considérant donc la participation du béton et des armatures, les armatures minimum qui sont présentes tout le long du pieu. Et ici, la même vérification aux états limites ultimes accidentels. La seule différence réside dans le coefficient de sécurité appliqué sur le béton. Ici, on a pris 1.2. Alors, je sais qu'il y a plusieurs avis concernant le alpha CC. On l'a vu ce matin, notre confrère a pris un alpha CC égal à 1. Alors, moi, je prends 0,85 parce que je considère que l'effet du chargement à long terme sur le béton, qui pénalise en fait le comportement du béton, a lieu avant d'avoir des actions sismiques. Alors, le modèle géotechnique sous chargement transversal dynamique, il y a deux choses importantes qui ont conditionné notre maquette géotechnique. La première consiste à tenir compte d'une cohésion non drainée dans le modèle géotechnique avec un angle de frottement nul. Donc ceci peut être soit fait grâce à l'annexe nationale belge, au tableau fourni par l'annexe nationale belge, ou en divisant le QC, donc la valeur de la résistance à la pointe, par N ou 20 suivant le caractère normalement ou surconsolidé du matériau. Alors, suivant le fascicule 62 titre 5, les modules de réaction peuvent aussi être multipliés par 2 dans le cas de sollicitation à court terme et pour les sols argileux et rocheux. Alors, c'est ce qui a été réalisé. Dans notre programme de calcul, on a donc multiplié les modules de Ménard par 2, ce qui revient à multiplier le coefficient de réaction par 2. Et la conversion QC-EM peut être réalisée à l'aide d'un article de Jean-Michel Voyant, dont vous trouverez les références en fin de présentation. Alors on obtient donc les efforts internes dimensionnant sous charge d'action sismique. Ce qui est intéressant peut-être pour faire un lien avec les présentations qui ont été données ce matin,
notamment par le professeur Aleman, qui montrait que sous charge d'action sismique, un moment voyageait normalement du bas du pieu vers le haut, et donc c'est un moment qui traverse tout le pieu. Et la question peut être de se poser si modéliser une action sismique sur le pieu uniquement avec un effort horizontal trouve tout son sens. Alors au niveau des armatures longitudinales, comme le pieu est armé au minimum de leur pourcentage sur toute la longueur, pour optimiser le design, l'idée a été d'uniquement calculer la cage additionnelle qui était nécessaire pour reprendre le moment au niveau de la zone de renfort. Au niveau des armatures transversales, une philosophie identique a été adoptée et le diamètre de la spire a été fixé à 8, et on peut donc, en fixant le diamètre de la spire, calculer le pas de la spire nécessaire pour reprendre l'effort tranchant au niveau du pieu. Alors j'arrive déjà à ma conclusion. Point de vue géotechnique, ce qu'on a pu constater sur le projet et d'expérience, c'est que les pieux ne sont pas dimensionnés pour les charges sismiques ne sont pas dimensionnantes pour la capacité portante des pieux, mais sont bien déterminantes pour le farillage des pieux. Le cas sismique en Belgique peut être vérifié à l'aide de l'approche 1.1. C'est en tout cas ce qui résulte de ma compréhension de l'annexe nationale belge de l'Eurocode 7. Je pense qu'il est nécessaire, peut-être en Belgique, d'adapter le modèle de calcul pour tenir compte du comportement du sol en conditions sismiques. On sait qu'un matériau se comporte différemment en fonction de la vitesse de chargement qu'on lui soumet, et actuellement le modèle de calcul pour le calcul de la capacité portante tient compte d'une capacité portante en charge statique, et donc il convient peut-être de corriger cette capacité portante pour tenir compte du comportement du sol en conditions dynamiques. Alors, point de vue structurel, une attention particulière doit être portée aux prescriptions de l'Eurocode 2 et de l'Eurocode 8 sur le ferrage des éléments primaires en béton armé. Et enfin, des développements, je pense, doivent davantage être apportés, notamment sur le comportement des sections transversales circulaires en conditions sismiques, notamment pour les armatures d'effort tranchant de type spire. Je vous remercie pour votre attention.